Après la fête de famille, j'ai intentionnellement laissé mon téléphone sur la table. Quand je suis revenu le chercher, la caméra enregistrait toujours. Les visages de mes parents ont soudainement changé. J'ai murmuré, je vais vous montrer cette vidéo, mais promettez-moi que vous ne vous évanouirez pas. 15 minutes plus tard, une ambulance s'est arrêtée devant la maison. Le silence suffocant autour de la table du dîner de la Toussaint m'a fait réaliser que ma propre famille n'était rien d'autre que des étrangers au visage familier, qui cachaient un sombre secret sous leur sourire poli. Je m'appelle Claudine, une femme de 38 ans qui n'aurait jamais imaginé qu'une simple réunion de famille dans notre domaine historique de Bourgogne se transformerait en la nuit la plus dangereuse de ma vie. Je savais exactement ce qu'ils planifiaient dans mon dos après des semaines de suspicion. J'ai donc décidé de leur donner l'occasion d'avouer sans même qu'ils s'en rendent compte. Je me suis levé de ma chaise et me suis excusé pour aller aux toilettes, tout en laissant discrètement mon téléphone face contre table sur la lourde table en chêne, avec l'enregistreur vocal activé pour capturer leur cupidité. Mais avant que je ne révèle la vérité choquante capturée sur cet enregistrement, j'ai une invitation spéciale pour vous. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ces histoires, et commentez ci-dessous de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Maintenant, continuons avec l'histoire. En grandissant dans un domaine historique de Bourgogne, j'ai appris très tôt que l'affection était conditionnelle. Mon père, François, et ma mère, Mireille, vivaient dans l'illusion grandiose que notre nom de famille suffisait à lui seul à payer les factures d'électricité. Ils paradaient au cercle privé local dans des vêtements de créateurs vintage pendant que j'étais assise à la table de la cuisine, jonglant avec les avis de retard de paiement qui menaçaient de couper nos services publics. La priorité dans notre foyer n'a jamais été la stabilité financière ou le travail honnête, mais plutôt le maintien désespéré d'une image d'aristocratie de province qui s'était depuis longtemps effondrée derrière les portes closes. Ils ne me voyaient pas comme une fille à élever, mais comme un membre du personnel dont le seul but était de faciliter leur style de vie. Cette dynamique toxique était rendue infiniment pire par l'existence de mon jeune frère, Grégoire, qui traversait la vie avec la confiance imméritée d'un homme qui n'avait jamais subi la moindre conséquence. Alors que l'on me grondait pour la plus petite tache sur mon uniforme scolaire ou un B+ sur un bulletin de notes, Grégoire pouvait accidenter la voiture familiale et être consolé avec un nouveau jeu de clés la semaine suivante. Mes parents considéraient son incompétence comme une charmante espièglerie de garçon, tandis que mon ambition était traitée comme quelque chose de vulgaire et de peu féminin. J'ai vite compris que dans la maison des Renaud, Grégoire était l'héritier du royaume, même si ce royaume était bâti sur des fondations de dettes et de mensonges. J'ai refusé de couler avec leur navire. J'ai donc décidé de construire quelque chose de réel dont ils ne pourraient jamais s'attribuer le mérite. J'ai lancé une entreprise de logistique spécialisée dans le transport de cognac juste après le lycée, troquant le confort de l'université contre de longues nuits dans les relais routiers et les entrepôts. Je travaillais 18 heures par jour, gérant des chauffeurs et négociant des contrats avec des distilleries qui, au début, se moquaient d'une jeune femme essayant d'entrer dans ce secteur. Mes mains étaient souvent tachées de graisse, et mes vêtements sentaient le gazole, ce qui faisait que ma mère plissait le nez de dégoût chaque fois que je venais lui rendre visite. Ils ne m'ont jamais félicité quand j'ai décroché mon premier contrat majeur ou quand j'ai acheté ma propre maison, mais ils ont certainement remarqué quand mon compte en banque a commencé à grossir. Le vrai poids de mon fardeau est devenu clair il y a 3 ans, lorsque Grégoire a développé une grave dépendance aux jeux sur les hippodromes locaux. Je me souviens de la nuit où mon père m'a appelé dans son bureau, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour faire glisser une facture terrifiante sur son bureau en acajou. Grégoire avait accumulé plus de 75 000 € de dettes auprès de gens qui n'acceptaient pas les excuses, et il avait utilisé le domaine familial comme garantie sans en posséder le titre de propriété. Mon père n'a pas demandé à Grégoire de trouver un travail ou de vendre ses biens. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une attente qui m'a retourné l'estomac. Il m'a dit que payer cette dette était mon devoir pour protéger le nom de la famille du scandale, sous-entendant que mon argent durement gagné était la seule chose qui me rendait utile à leurs yeux. J'ai payé cette dette pour sauver notre maison, but la transaction a acheté quelque chose de tout à fait différent, ma désillusion totale. J'ai regardé Grégoire sourire narquoisement pendant que je rédigeais le chèque, sachant qu'il avait une fois de plus échappé à ses responsabilités parce que sa grande sœur était là pour nettoyer ses dégâts. À partir de ce moment, je ne suis devenu rien de plus qu'un filet de sécurité financier pour 3 adultes qui refusaient de grandir. Ils m'invitaient à dîner non pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils devaient s'assurer que la connexion à leur source de revenus restait sécurisée. J'étais assise en bout de table, payant pour leurs steaks coûteux et leurs vins millésimés, les écoutant se vanter de vacances que j'avais payées,
ressentant une solitude si profonde que j'avais l'impression de dîner avec des fantômes. Ils aimaient le style de vie que je leur offrais, mais ils m'en voulaient d'être celle qui devait le fournir. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'a pas été un seul événement, mais la prise de conscience progressive que leurs exigences augmentaient en proportion directe de mon succès. Grégoire a commencé à demander des capitaux d'investissement pour des idées d'entreprise qui étaient clairement des façades pour plus de jeux, tandis que ma mère a commencé à laisser entendre que je devrais transférer la propriété des biens de mon entreprise à la fiducie familiale à des fins fiscales. Il voyait mon indépendance comme une menace qui devait être neutralisée, et non comme une réussite à célébrer. J'étais la poule aux œufs d'or, et au lieu de me nourrir, ils aiguisaient leurs couteaux pour m'ouvrir. Cette histoire d'exploitation était le carburant qui brûlait en moi, me poussant à tendre le piège lors de ce dîner de la Toussaint, parce que je savais que la seule façon de me libérer était de les laisser se détruire eux-mêmes. 3 semaines avant le dîner de la Toussaint, je suis arrivé à la fête d'anniversaire de mes parents avec une bouteille de cognac vintage. J'avais passé un temps considérable à retrouver ce spiritueux particulier parce que je savais que François appréciait les étiquettes rares, même s'il ne pouvait plus se permettre de les acheter lui-même. L'allée de gravier du domaine était inhabituellement vide pour une célébration qui devait commencer dans moins d'1 heure. Mais un véhicule se détachait comme un signe avant-coureur contre le ciel qui s'assombrissait. C'était une berline noire élégante appartenant à notre avocat de famille, Maître Martin, un homme dont les honoraires auraient été connus pour vider les comptes des riches désespérés. Sa présence ici un vendredi soir semblait complètement déplacée pour une réunion mondaine, à moins qu'il n'y ait une urgence juridique nécessitant une attention immédiate. J'ai garé ma voiture à une distance de sécurité, à l'ombre d'un vieux chêne, sentant un nœud soudain d'anxiété se serrer dans mon estomac. Je me suis dirigé vers l'entrée latérale de la maison, serrant la lourde bouteille en verre contre ma poitrine tout en parcourant le chemin familier que j'avais emprunté 1000 fois dans mon enfance. La maison était silencieuse d'une manière qui semblait oppressive, dépourvue de l'agitation habituelle des traiteurs engagés ou du son de la musique classique que ma mère aimait jouer. J'avais l'intention d'entrer directement dans la cuisine pour les surprendre, mais le son de voix forte provenant du bureau de mon père en bas du couloir m'a arrêté net. Les lourdes portes en acajou étaient légèrement entr'ouvertes, laissant échapper un filet de lumière dorée, ainsi que l'atmosphère surchauffée de la conspiration qui se déroulait à l'intérieur. Je me suis approché avec une discrétion que j'avais apprise au fil des années à essayer d'être invisible dans cette maison, pressant mon dos contre le papier peint damassé pour écouter. Le ton de la conversation n'était pas celui de la célébration ou de la joie, mais d'un désespoir frénétique et malveillant qui me donnait la chair de poule. La voix de mon père a fendu l'air avec une acuité que je lui entendais rarement adresser à quelqu'un d'autre que ses créanciers, et il semblait paniquer alors qu'il claquait quelque chose de dur sur son bureau. Nous devons accélérer le processus immédiatement parce que nous manquons de temps. Maître Martin, si elle continue à contrôler les comptes et à surveiller chaque transaction, nous perdrons cette maison d'ici le mois prochain et nous ferons face à une humiliation totale. L'entendre admettre que le domaine était au bord de la saisie ne m'a pas surprise. Mais son désir explicite de me retirer le contrôle des comptes m'a glacé le sang. Il ne cherchait pas un prêt de ma part cette fois-ci. Il cherchait un moyen permanent de contourner la seule personne qui les maintenait à flot. Puis est venue une voix qui a fait bouillir mon sang, dégoulinant d'une arrogance complètement imméritée et profondément cruelle. Grégoire a ri, un son dépourvu de toute chaleur ou empathie, comme s'il discutait de la mise au rebut d'un vieux meuble. Ne t'inquiète pas tant pour le calendrier, papa, parce que le plan est déjà en marche et elle n'a absolument aucune idée de ce qui l'attend. Une fois qu'elle sera enfermée dans le service psychiatrique où est sa place, je vendrai sa société de logistique ennuyeuse pour racheter les écuries de course. J'ai failli laisser tomber la bouteille de cognac alors que la pièce semblait tourner violemment autour de moi. Il ne se contentait pas de prévoir de me voler. Il complotait pour me faire interner afin de saisir mes biens et de financer les délires de grandeur de Grégoire. La trahison était si physique que j'ai dû couvrir ma bouche pour réprimer un hoquet d'horreur, espérant contre tout espoir que ma mère interviendrait pour arrêter cette folie. Au lieu de cela, Mireille a parlé avec une précision froide qui a brisé le peu d'amour fragile que je nourrissais encore pour la femme qui m'a donné naissance. Le médecin a déjà accepté de signer les papiers nécessaires confirmant qu'elle souffre de graves délires paranoïaques. Elle a juste besoin d'ingérer quelques doses supplémentaires de cette tisane spéciale pour montrer les symptômes erratiques dont nous avons besoin pour le juge. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique alors que je me souvenais de la tisane amère qu'elle avait insisté pour que je boive lors de ma dernière visite. Je ne pouvais plus rester là une seconde de plus sans vomir ou crier, alors j'ai forcé mes jambes à reculer vers la sortie. Je me suis retiré avec la furtivité d'un voleur dans ma propre maison d'enfance,
mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai réussi à retourner à ma voiture sans être vu, plaçant le cognac sur le siège passager comme s'il s'agissait d'une bombe qui pourrait exploser à tout moment. J'ai démarré doucement le moteur et j'ai descendu l'allée avec les phares éteints jusqu'à ce que j'atteigne la route principale. Le trajet de retour à mon appartement a été un flou de larmes et une rage froide et calculatrice qui a commencé à durcir dans ma poitrine comme de l'acier. J'ai finalement compris pourquoi ils avaient tant insisté sur mes visites ces derniers temps et pourquoi ma mère avait été si préoccupée par ma santé. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils me cultivaient pour la récolte. La tristesse que j'ai ressentie était profonde, mais elle a rapidement été remplacée par un instinct de survie que j'avais affiné dans le monde impitoyable des affaires. Ils voulaient me faire passer pour folle afin de voler le travail de ma vie, mais ils avaient gravement sous-estimé la femme qu'ils avaient créée. Une semaine plus tard, dans mon bureau, j'ai tendu un lourd dossier à mon assistante personnelle. Sarah était la seule personne au monde en qui je pouvais réellement avoir confiance pour la démolition de ma vie personnelle, car elle était avec moi depuis le tout début de mon entreprise. Elle a pris la pile de documents financiers avec une expression solennelle qui reflétait ma propre fatigue interne, comprenant sans demander que nous cherchions quelque chose de spécifique et d'incriminant. Je lui ai demandé d'examiner minutieusement chaque transaction liée à la fiducie familiale et au compte joint que j'avais bêtement permis à mon père, François, d'utiliser pour l'entretien d'urgence du domaine. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le bruit du papier froissé et le bourdonnement du disque dur alors que nous démantelions pièce par pièce la façade de la respectabilité de ma famille. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses yeux perçants repèrent l'anomalie que je soupçonnais d'être enfouie quelque part dans le grand livre. Sarah a eu un hoquet audible en se penchant plus près de son écran d'ordinateur, son doigt traçant une copie numérique d'un chèque qui avait été encaissé juste 2 jours après la fête d'anniversaire. Elle a tourné l'écran vers moi pour que je puisse voir la preuve du vol de mes propres yeux. Claudine, regarde bien ceci. La signature sur cet ordre de retrait de 185 000 € ressemble à la tienne, mais le trait d'encre est légèrement tremblant. Je me suis penché pour examiner l'image et j'ai senti un œuf froid se serrer dans mon estomac en reconnaissant la tentative maladroite d'imiter mon écriture. Mon père avait suffisamment pratiqué ma signature pour passer une inspection superficielle par un caissier de banque, mais il manquait de la fluidité qui vient de la signature de milliers de contrats de logistique. La date du retrait correspondait parfaitement au calendrier de leur rencontre avec l'avocat, Maître Martin, confirmant qu'ils utilisaient mon propre argent pour financer la guerre juridique qu'ils prévoyaient de mener contre moi. Ils vidaient les actifs liquides de la fiducie pour payer les honoraires de l'homme même qui rédigeait la pétition pour me priver de mes droits. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une manœuvre stratégique et calculée pour s'assurer que je serais sans le sou et sans défense quand ils tendraient enfin leur piège. La trahison financière était douloureuse, mais nous savions toutes les deux que l'argent n'était qu'une partie de leur attaque à 2 volets. Je devais prouver que leurs affirmations sur mon instabilité mentale étaient fabriquées, ce qui signifiait que nous devions nous concentrer sur l'aspect médical de leur conspiration. J'ai fouillé dans le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un petit sac en plastique contenant les restes séchés de la tisane, spéciale, que ma mère, Mireille, avait insisté pour que je boive. Continue à creuser plus profondément dans les dossiers médicaux parce que j'ai besoin de preuves concrètes liant ma mère à ce psychiatre corrompu. Sarah a hoché la tête et a donné l'échantillon au coursier privé qui attendait dehors, qu'il apporterait d'urgence à un laboratoire de toxicologie indépendant que nous avions engagé pour contourner l'influence locale. Nous avons passé les heures suivantes à recouper les relevés téléphoniques, trouvant de multiples appels entre ma mère et le cabinet privé du docteur Dubois, un psychiatre connu pour rédiger n'importe quel diagnostic pour lequel ses riches clients payaient. Lorsque le courriel du laboratoire de toxicologie est finalement apparu sur l'écran de mon ordinateur portable plus tard dans l'après-midi, les résultats étaient plus terrifiants que ce que j'avais prévu. Le rapport indiquait clairement que les feuilles de thé étaient mélangées à un puissant sédatif écrasé, conçu pour induire des symptômes de confusion, de perte de mémoire et de paranoïa si consommés sur une longue période. La léthargie et le brouillard mental que je ressentais depuis des mois n'étaient pas le résultat de l'épuisement professionnel ou du stress comme je l'avais cru, mais plutôt le résultat direct d'une agression chimique orchestrée par la femme qui m'a donné naissance. Ma mère, Mireille, n'essayait pas de m'aider à me détendre. Elle m'empoisonnait systématiquement pour créer les symptômes nécessaires pour qu'un juge leur accorde la tutelle. Cette prise de conscience m'a rendu physiquement malade, comme si la trahison elle-même était une toxine qui était entrée dans ma circulation sanguine. Sarah a lu le rapport par-dessus mon épaule, son visage pâlissant en réalisant le danger physique dans lequel je me trouvais chaque fois que je visitais le domaine. Elle s'est tournée vers moi avec un regard de peur et d'urgence sincère qui a percé son attitude professionnelle habituelle.
Ils t'empoisonnent systématiquement pour monter leur dossier. Tu dois signaler cela à la police immédiatement parce que nous ne pouvons plus attendre. J'ai regardé le rapport accablant, puis la femme qui était devenue plus une famille pour moi que mes propres parents de sang. Aller à la police maintenant les arrêterait, mais cela aboutirait probablement à une longue enquête où ils pourraient plaider l'ignorance ou blâmer une erreur de fabrication du fournisseur de thé. J'avais besoin de quelque chose d'indéniable, un aveu qui viendrait directement de leur bouche pendant qu'ils croyaient être en train de gagner. J'ai secoué lentement la tête, expliquant à Sarah que nous devions leur laisser penser que leur plan fonctionnait encore quelques jours. Je jouerais parfaitement le rôle de la fille confuse et médicamentée jusqu'à ce que je puisse les piéger dans un mensonge dont ils ne pourraient jamais s'échapper. 2 jours plus tard, j'ai invité ma mère à déjeuner pour tester leur cupidité. J'ai choisi un bistrot tranquille en centre-ville où l'éclairage était assez tamisé pour cacher toute l'étendue de mon jeu d'actrice, mais assez vif pour qu'elle voie le tremblement que j'allais simuler. J'ai passé 1 heure devant mon miroir à me maquiller pour créer des cernes sous mes yeux et à creuser mes joues pour paraître décharné et épuisé. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard exprès, marchant avec une hésitation délibérée qui suggérait que je n'étais pas sûr de mon environnement ou que je luttais peut-être contre une grave migraine. Quand je me suis finalement assise en face de Mireille, j'ai gardé le regard baissé et j'ai laissé mes mains trembler visiblement en attrapant le menu. Elle m'a observé avec l'intensité prédatrice d'un faucon repérant une souris des champs blessés, ses yeux scrutant chaque défaut fabriqué de mon apparence. Au lieu de me demander comment je me sentais avec une préoccupation sincère, elle s'est penchée en avant avec un regard de pitié triomphante qui m'a retourné l'estomac. Elle a tendu la main sur la table pour toucher la mienne, ses doigts froids et dépourvus de toute chaleur réelle alors qu'elle livrait la première ligne de son scénario manipulateur. Tu as l'air absolument terrible, Claudine. Je te dis depuis des mois que ce travail stressant est trop lourd pour ta constitution fragile. Pourquoi ne laisses-tu pas Grégoire intervenir pour t'aider à gérer l'entreprise pendant un certain temps? La mention de mon frère prenant le contrôle du travail de ma vie était le déclencheur que j'attendais. J'ai donc intensifié ma performance pour m'assurer qu'elle morde complètement à l'hameçon. J'ai attrapé mon verre d'eau d'un mouvement brusque et l'ai délibérément renversé, projetant de la glace et de l'eau sur la nappe blanche. J'ai haleté et fixé le désordre avec de grands yeux paniqués, m'excusant profusément comme si j'avais commis un péché grave plutôt qu'un simple accident. Le serveur s'est précipité pour aider, mais Mireille l'a renvoyé d'un geste impatient du poignet, son attention entièrement tournée vers l'exploitation de mon moment de faiblesse. Elle ne m'a pas offert de serviette. Au lieu de cela, elle a esquissé un mince sourire satisfait qui confirmait qu'elle croyait que le poison commençait enfin à faire des ravages sur mon système nerveux. Juste au moment où la tension à table atteignait son paroxysme, son téléphone a vibré bruyamment sur la table entre nous. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a répondu immédiatement sans s'excuser, mettant l'appel sur haut-parleur pour que je puisse entendre qui était à l'autre bout du fil. C'était Grégoire, et sa voix a retenti à travers le petit haut-parleur avec une urgence arrogante qui ne tenait aucun compte de quiconque se trouvait à proximité. Il ne s'est pas embarrassé de salutations ou de politesse, car il supposait que j'étais déjà trop atteinte pour remarquer son manque de respect. « Maman, dis-lui de signer les papiers de procuration tout de suite. J'ai besoin d'un accès complet au coffre-fort de l'entreprise avant cet après-midi parce que les créanciers s'impatientent. » J'ai serré les poings sous la table pour m'empêcher de lui arracher le téléphone et de lui crier dessus, me forçant à rester dans mon rôle. J'ai regardé ma mère avec des yeux remplis de larmes et j'ai menti effrontément, lui disant que j'envisageais sérieusement de prendre un long congé sabbatique pour me concentrer sur ma santé. Je lui ai dit que j'étais fatigué de me battre, fatigué de la pression, et que peut-être ils avaient raison sur tout depuis le début. La transformation de son comportement a été instantanée. Ses yeux se sont illuminés d'une avidité si nue qu'elle en était presque aveuglante. Elle a immédiatement demandé l'addition, impatiente de rapporter à mon père que leur plan avait réussi au-delà de leurs rêves les plus fous. Elle s'est levée et a fait le tour de la table pour me serrer dans ses bras, un geste qui ressemblait plus à une chaîne qu'on me passait autour du cou qu'à une étreinte. Elle a lissé mes cheveux en arrière de mon front et m'a regardé avec une affection maternelle glaçante qui dépendait entièrement de ma soumission. C'est la décision la plus intelligente que tu aies jamais prise, ma chérie. Signe simplement les papiers au dîner de la Toussaint et ensuite tu pourras aller te reposer dans un endroit très calme où personne ne te dérangera. Je l'ai regardée sortir du restaurant d'un pas alerte qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Elle pensait qu'elle venait de gagner à la loterie, mais elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin pour les détruire. L'application d'enregistrement sur mon téléphone, qui avait fonctionné dans mon sac à main pendant tout ce temps, avait capturé parfaitement chaque mot de leur conspiration.
Je suis resté assise un moment de plus, essuyant les fausses larmes de mon visage et faisant signe au serveur pour un nouveau verre d'eau. Ma main était parfaitement stable lorsque j'ai porté le verre à mes lèvres, buvant à grandes gorgées pour laver le goût amer de leur trahison. Il restait une semaine avant les fêtes, et le piège juridique était enfin en place. J'ai passé la majeure partie de cette semaine à travailler dans le plus grand secret avec le détective privé et mon équipe juridique pour finaliser le dossier qui mettrait fin au règne de terreur de ma famille. Nous avons méticuleusement organisé chaque élément de preuve en une chronologie qui montrait un schéma clair de prédation, des retraits frauduleux au rapport de toxicologie qui prouvaient qu'il m'empoisonnait lentement. Mon bureau est devenu une salle de guerre où nous avons élaboré des stratégies pour chaque issue possible afin de garantir qu'une fois les autorités impliquées, il n'y aurait aucune échappatoire que mon père ou maître Martin pourrait exploiter. La gravité de ce que j'allais faire pesait lourdement sur mes épaules, mais l'alternative était de les laisser me priver de ma liberté et de ma santé mentale. Pendant que je construisais ma forteresse de preuves avec Sarah, Grégoire s'effondrait complètement sous la pression de ses propres vices. Ses messages textes sont passés de demandes ennuyeuses d'argent à des menaces violentes alors que ses créanciers commençaient à se rapprocher de lui avec une agressivité croissante. Il était pressurisé par des usuriers qui ne se souciaient pas de notre pédigré familial. Et dans sa panique, il a tourné sa rage vers la seule personne qui l'avait jamais renfloué. Mon téléphone vibrait constamment de ses exigences, chacune plus frénétique que la précédente, servant de rappel constant de la raison pour laquelle je devais aller jusqu'au bout de ce plan drastique. Il ne voyait pas une sœur quand il me regardait. Il voyait un coffre-fort qui fonctionnait mal, et il était prêt à le forcer si nécessaire. Je devais confirmer la logistique de la confrontation finale. J'ai donc pris le téléphone pour appeler mon avocat une dernière fois afin de vérifier le moment de l'intervention. Je faisais les 100 pas devant la fenêtre surplombant la ligne d'horizon de la ville, mon cœur battant d'un rythme régulier contre mes côtes. S'il vous plaît, assurez-vous que la police est présente à exactement 19 heures. Je veux que le mandat d'arrêt soit exécuté immédiatement après la révélation des preuves. L'avocat a confirmé que le procureur de la République était déjà d'accord, compte tenu de la gravité de la fraude médicale et des accusations de grand larcin que nous avions étayées. Une fois le côté juridique sécurisé, je me suis tourné vers l'aspect social de mon plan, ce qui m'obligeait à jouer le rôle de la fille soumise une dernière fois. Je me suis assise à mon bureau pour rédiger une invitation formelle à mes parents, sachant que la formulation spécifique que j'utiliserais déterminerait s'ils tomberaient volontairement dans mon piège. J'ai écrit une lettre soigneusement formulée indiquant que j'étais prête à discuter du transfert d'actifs et de la future gestion de l'entreprise, laissant entendre que je me rendais enfin à leur volonté. Je savais que cette formulation agirait comme du sang dans l'eau pour des requins, garantissant leur ponctualité et leur faux sentiment de victoire. Ils ont répondu presque immédiatement avec un enthousiasme écœurant, complètement inconscients que je les invitais à leur propre exécution plutôt qu'à un tour d'honneur. Cependant, Grégoire n'était toujours pas satisfait d'attendre le transfert officiel car ses dettes étaient exigibles immédiatement. Je passais en revue le menu du traiteur pour le dîner lorsque mon téléphone m'a alerté d'un nouveau message vocal de sa part, et je l'ai mis sur haut-parleur pour que Sarah puisse entendre la profondeur de sa dépravation. Sa voix était légèrement pâteuse, probablement à cause de l'alcool, mais la menace dans son ton était limpide et m'a fait frissonner. « Tu as intérêt à avoir cet argent prêt pour moi. Si je ne vois pas l'argent d'ici jeudi, ne me reproche pas d'oublier que nous sommes frères et sœurs. » Sarah m'a regardé avec de grands yeux, mais j'ai simplement sauvegardé le fichier audio sur le disque en nuage que nous partagions avec la police, comme un chef d'accusation d'extorsion de plus. Sa menace ne me faisait plus peur. Elle ne faisait que solidifier ma résolution de couper ce cancer de ma vie avant qu'il ne me tue. Les jours se sont estompés jusqu'à la veille de la Toussaint, apportant avec elle une étrange sensation de calme qui s'installe chez un soldat avant une bataille. Je me tenais dans ma salle de bain et regardais mon reflet dans le miroir, cherchant le moindre signe de la jeune fille effrayée qui suppliait l'approbation de sa mère. Les cernes avaient disparu, remplacées par une résolution d'acier qui m'a surprise moi-même, car j'ai réalisé que je n'étais plus leur victime. Je me suis penché plus près du verre, regardant dans mes propres yeux pour faire une promesse à la femme que j'étais en train de devenir. Il n'y aura pas de larmes ce soir. Il n'y aura que la vérité et la justice. Le soir de la Toussaint, la salle à manger de mon domaine était silencieuse, à l'exception du cliquetis de l'argenterie. Mes parents étaient assis en face de moi avec des expressions de politesse forcée qui dissimulaient à peine leur anticipation sous-jacente pour la victoire qu'ils croyaient imminente. Ils ont mangé la dinde et bu le vin cher que j'avais fourni, échangeant des regards subtils qui confirmaient qu'ils attendaient simplement le bon moment pour présenter les documents juridiques à ma signature.
j'ai laissé la mascarade se poursuivre jusqu'à ce que le dessert soit débarrassé, les observant avec la curiosité détachée d'un scientifique observant des spécimens dans un bocal. L'air dans la pièce était épais de leur cupidité, mais mon propre comportement est resté calme car je savais que le scénario de cette soirée avait déjà été réécrit à leur insu. Je me suis levé lentement du bout de la table et j'ai récupéré mon téléphone là où je l'avais laissé en train d'enregistrer, tapotant l'écran pour le connecter sans fil au grand écran de télévision monté au-dessus de la cheminée. L'illumination soudaine de l'écran les a surpris, faisant tomber la fourchette de François sur son assiette avec un claquement sec qui a résonné à travers les hauts plafonds de la salle à manger. Je n'ai pas dit un mot en appuyant sur le bouton de lecture, laissant l'audio haute définition remplir la pièce du son indéniable de leur propre trahison. L'enregistrement a commencé avec le son distinct de François discutant du calendrier de la saisie, suivi de Grégoire riant de la vente de mon entreprise, et enfin de Mireille détaillant le programme d'empoisonnement avec le docteur Dubois. L'effet a été instantané et dévastateur alors que le sang se retirait de leur visage, les laissant ressembler à des figures de cire fondant sous la chaleur de la vérité. François a regardé le haut-parleur, la bouche légèrement ouverte, incapable de comprendre comment sa conspiration privée était diffusée dans la propre maison de sa fille. L'arrogance qu'il avait définie toute ma vie s'est évaporée en quelques secondes, remplacée par la peur primale d'un homme regardant son monde entier s'effondrer. Il a repoussé sa chaise avec une telle force qu'elle s'est renversée et s'est écrasée sur le parquet, son visage devenant d'un rouge cramoisi profond alors qu'il réalisait l'ampleur de ma contre-attaque. « Éteins ça tout de suite. Comment oses-tu piéger tes propres parents ? C'est un manque de respect impardonnable. » Je n'ai pas bronché à son explosion de colère ni offert de défense verbale, car le temps de la conversation était passé depuis des semaines. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le lourd dossier contenant les rapports de toxicologie et les preuves de fraude bancaire, le jetant au centre de la table avec un bruit sourd. Les papiers ont glissé sur le bois poli et se sont arrêtés juste en face de Mireille, montrant l'analyse chimique du thé qu'elle m'avait servi de ses propres mains. Avant même qu'elle ne puisse tenter de formuler un mensonge pour expliquer le poison, le silence du domaine a été brisé par le hurlement des sirènes approchant de la route principale. La pièce a été soudainement baignée dans le clignotement chaotique des lumières bleues et rouges filtrant à travers les voilages, annonçant l'arrivée des conséquences qu'il pensait pouvoir éviter. Grégoire a été le premier à réagir à la prise de conscience que ce n'était pas seulement une confrontation familiale, mais une descente de police. Il s'est éloigné de la table en se dépêchant et a sprinté vers les portes-fenêtres menant au jardin arrière, renversant un vase en cristal dans sa tentative désespérée de s'échapper. Cependant, 2 officiers en uniforme attendaient déjà là, leurs armes dégainées, bloquant la seule sortie et le forçant à retourner dans la pièce. Il s'est tourné pour me regarder avec des yeux pleins de haine et de peur, réalisant que ses dettes seraient désormais le moindre de ses problèmes. Tu as ruiné ma vie. La police est entrée dans la salle à manger avec une précision méthodique, lisant leurs droits qui signalaient la fin de l'héritage de la famille Renaud. Mireille a regardé avec horreur un officier menotter François, et la réalité des barreaux de prison a finalement percé son illusion d'intouchabilité. Elle a regardé son mari, puis les officiers s'approchant d'elle, et son instinct de survie s'est activé avec une dernière performance désespérée. Elle a serré sa poitrine de façon dramatique et a poussé un cri étranglé avant de s'effondrer sur le tapis perçant, son corps convulsant dans une démonstration théâtrale de détresse médicale. Mon cœur. Je fais une crise cardiaque. Vous êtes en train de tuer une vieille mère fragile. Cette performance expliquait pourquoi l'ambulance était arrivée dans l'allée aux côtés des voitures de police, car j'avais anticipé qu'elle essaierait de jouer la carte de la victime jusqu'à la toute fin. Les ambulanciers se sont précipités avec un brancard, mais le policier s'est simplement écarté pour les laisser travailler sans lui retirer les menottes. Je suis resté immobile près de la cheminée, observant la scène chaotique se dérouler avec un froid sentiment de finalité, sachant qu'aucune comédie ne pourrait les sauver des preuves posées sur la table. 6 mois après que les sirènes se sont estompées dans la nuit de Bourgogne, le juge a rendu le verdict final. La salle d'audience était bondée des mêmes membres de la société qui avaient l'habitude de boire le vin de mon père. Mais aujourd'hui, ils étaient là pour assister à la chute absolue de la dynastie Renaud. François et Mireille se tenaient devant le banc, dépouillés de leurs vêtements marqués de leur arrogance, paraissant plus petits et plus fragiles que je ne les avais jamais vus de ma vie. Le juge a lu la sentence avec une gravité qui a résonné dans la salle silencieuse, les condamnant à 15 ans dans un pénitencier pour grand larcin et complot en vue de commettre une fraude médicale contre leur propre fille. Ils n'ont pas crié ni pleuré cette fois-ci, car la réalité de leur situation avait finalement brisé leur illusion d'invincibilité. Ils se sont simplement affaissés l'un contre l'autre, vaincus,
réalisant que leur nom prestigieux ne pouvait pas corrompre le système de justice. Le procès de Grégoire s'était conclu une semaine plus tôt avec un résultat encore plus catastrophique en raison de ses liens violents et de son manque de remords. L'enquête sur ses finances personnelles avait révélé un réseau complexe de dettes de jeu illégales et de tentatives d'extorsion qui allaient bien au-delà de notre dynamique familiale immédiate. Il a été condamné à 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, car le juge le considérait comme un danger important pour la société plutôt que comme un simple jeune homme égaré. Je me suis assise au dernier rang pendant son prononcé de peine et je l'ai regardé chercher mon visage dans la foule, espérant probablement un dernier sauvetage miraculeux qui ne viendrait jamais. Je suis sorti de ce palais de justice avant que l'huissier ne l'emmène, sachant que j'avais enfin coupé l'encre qui m'avait entraîné vers le bas pendant des décennies. Les batailles juridiques étant enfin derrière moi, je me suis consacré à effacer les vestiges physiques de mon histoire douloureuse en Bourgogne. J'ai immédiatement mis le domaine historique en vente, refusant de remettre les pieds dans la maison, sauf pour signer les documents de clôture avec l'agent immobilier. J'ai engagé une maison de vente aux enchères pour vendre chaque meuble, chaque tableau et chaque bouteille de vin que mes parents avaient utilisé pour maintenir leur façade de richesse. Voir le panneau « Vendu » être planté sur la pelouse m'a procuré un sentiment de satisfaction bien plus grand que n'importe quelle affaire que j'avais jamais conclue dans ma carrière. J'ai également liquidé l'entreprise de logistique, m'assurant que tous les liens avec cette toxicité étaient complètement coupés, afin de pouvoir avancer sans regarder les cendres de mon passé. J'ai fait ma vie dans quelques valises et j'ai pris un avion à destination de la Côte d'Azur, à la recherche d'un horizon qui ne soit pas encombré de vieux fantômes ou d'amour conditionnel. J'ai acheté une petite maison moderne surplombant la mer Méditerranée, où le bruit des vagues qui se brisent noie les échos fantômes des critiques constantes de ma mère. Pour la première fois en 38 ans, je noue des relations avec des gens qui ne connaissent pas ma valeur nette et qui apprécient ma compagnie simplement parce qu'ils aiment qui je suis en tant que personne. Le silence dans ma nouvelle maison n'est pas oppressant ou solitaire comme l'était le domaine. C'est le son paisible d'une liberté pour laquelle je me suis battu et que j'ai gagné contre toute attente. Je me réveille chaque matin en respirant un air qui semble plus léger, sachant que je suis enfin l'auteur de ma propre histoire. Beaucoup de gens croient que le partage de l'ADN crée un lien indéfectible qui nous oblige à endurer les abus au nom de la loyauté. Mais mon parcours m'a appris le contraire. J'ai appris à mes dépens que le sang n'est pas un permis pour la toxicité et que la famille devrait être un havre de paix plutôt qu'un champ de bataille où l'on est constamment attaqué. Couper les liens avec les personnes qui vous ont élevé est un acte de courage suprême, une déclaration que votre santé mentale et votre dignité valent plus que le maintien d'une façade d'unité. Vous devez vous sauver vous-même,